Son nom est Pierre-François Pallois, et il va révolutionner à jamais la façon dont l'humanité consomme l'histoire. Dès le lendemain de la prise de la Bastille, cet entrepreneur visionnaire comprend qu'il tient entre ses mains une opportunité unique. Officiellement, il est chargé de démolir la forteresse avec ses 800 ouvriers. Officieusement, il invente le premier business de souvenirs historiques de l'histoire moderne. Imaginez l'audace de cet homme, pendant que Paris panse ses blessures et que la Révolution balbutie ses premiers mots, Pallois transforme méthodiquement les pierres de la Bastille en objets de collection. Des maquettes miniatures de la forteresse, des médailles commémoratives, des boutons révolutionnaires et même des jeux de dominos sculptés dans les pierres de la prison royale. Il crée littéralement les premiers produits dérivés de l'histoire, anticipant de 2 siècles l'industrie du merchandising que nous connaissons aujourd'hui. Mais Pallois ne s'arrête pas là. Avec un sens du marketing qui ferait pâlir nos publicitaires contemporains, il envoie des fragments de la Bastille aux 4 coins de la France, accompagnés de lettres enflammées qui racontent l'épopée révolutionnaire. Chaque pierre devient un reliquaire laïque, chaque morceau de métal un symbole de liberté. Sans le savoir, cet homme transforme un événement chaotique en mythe national, une journée de violence en symbole universel d'émancipation. Cette transformation de la réalité en légende nous amène à l'un des secrets les mieux gardés de cette journée historique, l'attitude véritable de Louis XVI face aux événements. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, le roi de France n'était pas dans l'ignorance de ce qui se tramait dans sa capitale. Son fameux « rien », inscrit dans son journal le 14 juillet 1789, cache une vérité bien plus complexe et révélatrice que ne le laisse supposer cette simple annotation. Ce que l'histoire officielle omet de préciser, c'est que Louis d'Arrocides ne tenait pas un journal intime, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Son carnet était en réalité un registre de chasse, où il consignait méticuleusement ses prises de gibier, les spectacles auxquels il assistait, et même ses problèmes de santé les plus intimes, y compris ses hémorroïdes. Un document prosaïque, rédigé non pas au jour le jour, mais rétrospectivement, parfois des semaines ou des mois après les événements. Quand Louis XVI écrit « rien » en face du 14 juillet, il ne manifeste pas son ignorance des événements révolutionnaires. Au contraire, il exprime son mépris souverain pour ce qu'il considère comme une émeute sans importance. Ce « rien » résume à lui seul l'aveuglement d'une monarchie qui refuse de voir que le monde ancien s'effondre sous ses pieds. C'est le « rien » d'un roi qui pense encore que l'autorité royale peut tout balayer d'un revers de main, y compris la colère du peuple. Cette incompréhension mutuelle entre le pouvoir royal et la rue parisienne révèle l'un des aspects les plus fascinants de cette journée révolutionnaire. Personne ne mesure vraiment la portée de ce qui est en train de se jouer. Les insurgés croient mener une simple opération de récupération d'armes. Le roi pense faire face à une jacquerie passagère et seuls quelques visionnaires comme Pallois pressentent qu'ils assistent à la naissance d'un monde nouveau. Mais la Bastille recèle d'autres secrets, plus anciens et plus mystérieux encore. Car avant d'être le théâtre de cette journée révolutionnaire, cette forteresse a abrité pendant des siècles les prisonniers les plus célèbres et les plus énigmatiques du royaume de France. Ces murs ont résonné des cris de rage de Voltaire, enfermé pour ses écrits séditieux, des gémissements du marquis de Sade rédigeant ses œuvres sulfureuses, et des murmures de l'homme au masque de fer, ce prisonnier mystérieux dont l'identité continue de défier les historiens. L'homme au masque de fer, voilà bien l'un des plus grands mystères de la Bastille. Emprisonné sur ordre de Louis XIV, cet homme dont on ne connaît toujours pas l'identité véritable a alimenté pendant des siècles les spéculations les plus folles. Frère jumeau du roi Soleil,
Amant secret de la reine, espion de génie, ministre déchu, les hypothèses se succèdent sans jamais épuiser le mystère. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que cet homme était mort à la Bastille en 1703, emportant son secret dans la tombe et léguant à l'histoire l'une de ses énigmes les plus durables. Cette aura de mystère qui entoure la Bastille explique en partie pourquoi les révolutionnaires s'y sont attaqués avec tant d'acharnement. Car au-delà des considérations militaires et stratégiques, cette forteresse incarnait dans l'imaginaire populaire tout ce que l'Ancien Régime avait de plus arbitraire et de plus terrifiant. Les lettres de cachet, ces ordres d'emprisonnement signés en blanc par le roi, avaient fait de la Bastille le symbole de l'injustice royale. Peu importait qu'en 1789 cette prison fût presque vide. Dans l'esprit du peuple, elle restait le lieu où l'on disparaissait sans procès, sans jugement, parfois sans espoir de retour. Cette dimension symbolique de la prise de la Bastille explique pourquoi cet événement a immédiatement pris une résonance qui dépasse largement ses enjeux immédiats. Dès le 15 juillet, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. De Londres à Saint-Pétersbourg, de Madrid à Vienne, les cours royales tremblent en apprenant que le peuple de Paris a osé s'attaquer à une forteresse royale. Car si cela peut arriver en France, le royaume le plus puissant d'Europe, que ne peut-il arriver ailleurs? Cette onde de choc révolutionnaire va transformer la prise de la Bastille en événement fondateur d'une ère nouvelle. Mais il faudra attendre près d'un siècle pour que la République française officialise cette dimension symbolique en faisant du 14 juillet sa fête nationale. Et même là, l'histoire nous réserve une dernière surprise. Car si la loi de 1880 institue effectivement le 14 juillet comme jour férié, elle ne précise jamais explicitement si elle commémore la prise de la Bastille ou la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Cette ambiguïté volontaire permet à la République de célébrer à la fois l'élan révolutionnaire et l'unité nationale, la rupture et la réconciliation. Aujourd'hui, sur l'emplacement de l'ancienne forteresse, se dresse la colonne de Juillet, monument aux morts des révolutions de 1830 et 1848. Mais peu de Parisiens savent que cette colonne repose sur les fondations d'un projet encore plus extraordinaire, l'éléphant de Napoléon. En 1810, l'empereur avait en effet ordonné la construction d'une fontaine monumentale en forme d'éléphant, coulée dans le bronze des canons pris aux Espagnols insurgés. L'eau devait jaillir de la trompe de ce pachyderme géant, créant un spectacle aquatique digne des fastes impériaux. Seuls le bassin et le socle furent construits avant la chute de Napoléon. Et c'est sur ces fondations que s'élève aujourd'hui notre colonne républicaine. Cette succession de projets avortés et de monuments éphémères illustre parfaitement l'étrange destin de la place de la Bastille. Forteresse médiévale, devenue prison royale, puis symbole révolutionnaire, puis projet impérial, puis monument républicain. Ce lieu concentre à lui seul toute l'histoire tumultueuse de la France moderne. Chaque régime a voulu y laisser sa marque, chaque époque y a projeté ses rêves et ses cauchemars. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que la véritable révolution du 14 juillet 1789 ne réside peut-être pas dans la prise de la Bastille elle-même, mais dans la façon dont cet événement a été immédiatement transformé en récit, en symbole, en mythe. Car dès le lendemain, journalistes, pamphlétaires et témoins se sont emparés de cette journée pour en faire le récit fondateur d'un monde nouveau. La réalité chaotique et sanglante s'est muée en épopée héroïque, les motivations prosaïques en idéal révolutionnaire, les hasards tactiques en stratégie géniale. Cette alchimie de l'histoire, cette transformation du plomb de la réalité en or de la légende, voilà peut-être le véritable secret de la prise de la Bastille.
car au-delà des faits, au-delà des documents et des témoignages, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont une société choisit de se raconter son passé, de construire ses mythes fondateurs, de donner du sens à son présent en réinventant son histoire. Alors, la prochaine fois que vous passerez place de la Bastille, prenez un moment pour écouter les échos du passé. Imaginez les cris de la foule, le fracas des canons, les gémissements des blessés. Mais imaginez aussi le génie de Palois transformant les pierres en souvenirs, l'aveuglement de Louis XVI, griffonnant son rien méprisant, et la naissance d'un mythe qui continue aujourd'hui encore de nourrir nos rêves de liberté. Car c'est cela, le véritable héritage du 14 juillet 1789. Non pas une journée parfaite d'héroïsme populaire, mais la preuve que l'histoire s'écrit autant dans la réalité que dans l'imaginaire, autant dans les faits que dans les récits que nous en faisons. Et que parfois, c'est dans les secrets les mieux gardés, dans les détails les plus prosaïques, dans les contradictions les plus troublantes, que se cache la véritable beauté de notre passé. Découvrez maintenant comment ces secrets cachés de l'histoire peuvent éclairer d'un jour nouveau votre compréhension du monde contemporain. Car les leçons du 14 juillet 1789 résonnent encore aujourd'hui dans chaque révolution, dans chaque soulèvement populaire, dans chaque moment où un peuple décide de reprendre son destin en main. L'histoire ne se répète jamais, mais elle rime toujours.